Bien, rebonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée, et que donc, nous, chaque être humain qui apparaît sur cette planète, travaille à accomplir cette destinée, qui pour l'instant est encore dans le domaine de l'inconscient. L'humanité n'en a pas encore pris conscience de cette destinée, à part quelques intuitifs, mais que la science ne s'est pas encore penchée sur le devenir de l'humanité, le sens qu'elle a, et essayer de le démontrer de façon rationnelle. Mais à mon sens, c'est pour très bientôt cette prise de conscience. Les outils pour pouvoir, on pourrait dire, analyser le parcours évolutif de l'humanité, avec l'IA, avec la puissance des ordinateurs de calcul, eh bien, nous mettra à portée de conscience ce chemin qui se déroule sans qu'on en ait encore pris véritablement la mesure. Alors, cette finalité, selon moi, eh bien, c'est l'accession à la paix universelle, à l'universalité totale, la fin des frontières, la mise en commun de tout, donc la fin du consumérisme, de ce qui, de l'objet qui aurait de la valeur, de l'échange, de l'argent, voilà. Euh, donc l'accession, la fin de l'homme loup pour l'homme, un homme qui est entièrement pacifié, qui a réglé tous ses problèmes pathologiques, des problèmes pathologiques qui sont inhérents à la transformation d'un primate naturel, du primate que nous étions à l'origine, en un humain accompli, dans cette chrysalide qui représente l'évolution de l'humanité. Cette transformation engendre de nombreuses pathologies. Parce qu'il faut, par exemple, comprimer des instincts, l'instinct de domination, l'instinct de s'affirmer aux dépens d'autrui. Et donc, cette compression fait qu'on va développer parfois des pathologies, soit si on est dans la logique de l'évolution de l'humanité, par exemple, eh bien, on va se retourner la violence qu'on aurait envie d'infliger si on est maltraité ou si on se sent abusé. Bon, ben, au lieu de se venger, on doit utiliser d'autres moyens. Puis, parfois, préférer se faire du mal à soi-même plutôt que de le faire à autrui. Et d'autres techniques, d'autres pathologies vont conduire des êtres humains à ne pas pouvoir se contraindre et à vouloir verser leur violence, transférer leur violence qu'ils n'arrivent pas à gérer sur autrui ou sur des innocents, etc., etc. Voilà, par exemple. Eh bien, tout ça, on en viendra à bout, mais c'est une question de temps. Voilà. Et on sent maintenant qu'on a tous les moyens de gérer ça. On a les moyens à tous les niveaux, psychologiques, génétique, on peut travailler sur les gènes, il y a tout un tas de choses qu'on va pouvoir faire, éducatif, l'éducation à l'empathie, la surveillance des maltraitances, etc. Tout ça, c'est dans
on voit bien que c'est dans le devenir de l'humanité. On est très proche de ça. Alors, je vais reprendre ma réflexion autour de, de, cette, de cette émission avec philosophie qui était consacrée à quoi bon espérer. C'était en 2023 et c'était sur John Dewey. Et donc, c'est la deuxième vidéo, je la lance, et puis je fais des digressions à partir de ça, et c'est surtout un prétexte pour préciser ma théorie, et puis pour avoir des connaissances. Et là, par exemple, on a toujours affaire à des maîtres de conférences, des professeurs d'université, des chercheurs qui ont une pédagogie extraordinaire. Et donc, c'est un moyen aussi de développer notre culture et de faire rayonner cette émission avec philosophie, qui pour moi est une grande... euh, une des... Voilà, c'est extraordinaire, quoi. Voilà, alors on y va. Julie Arnaud, on le définit comme pragmatiste, comme appartenant à ce courant de philosophie américaine qu'est le pragmatisme. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, le pragmatisme? Et est-ce qu'on a raison de catégoriser Dewey dans ce courant? Alors, je crois que la meilleure, la meilleure réponse à donner, ce serait de partir de la définition même du pragmatisme, donc un concept, une doctrine, quel que soit son domaine d'implication, ne se comprend qu'à partir et à travers l'ensemble de ses conséquences pratiques. C'est la définition que donne Peirce. Donc un prédécesseur de Dewey, de James aussi, l'un des fondateurs du pragmatisme, William James, effectivement. Et donc ça veut dire que c'est un courant sans en être un quelque part, parce que en réalité, ils se définissent tous par un intérêt accru et important pour la notion d'expérience, pour la valeur qu'a l'action et en même temps la déconstruction des dualismes. Donc ça, c'est quelque chose qui les regroupe. Mais en même temps, si on est fidèle à leur propre pensée, c'est-à-dire une pensée non substantielle, qui ne catégorise pas, qui est sans cesse en mouvement, ça suppose que du coup, tout regroupé sous une même catégorie n'aurait pas de sens pour ces philosophes. Donc, pragmatiste, oui, mais qu'est-ce qu'on entend par pragmatisme, du coup ? Arthur Charpentier ? Oui, en effet, ce qui définit, comme tu l'as très bien dit, Julie, ce courant, c'est vraiment cette volonté d'insister sur l'incidence pratique de nos activités de théorisation. Oui, dans ce sens-là, pardonnez-moi, mais dans ce sens-là, c'est pas si éloigné que le sens courant qu'on donne à pragmatisme ou pragmatique. Quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un... Ah, je vous vois. On n'aime pas ça. Ok, pardon. Je ravale la question et je vous laisse poursuivre. Non, c'est une question essentielle, on pourra y venir, mais disons que le pragmatisme au sens où l'emploi dans le langage ordinaire. C'est aussi une préoccupation pour l'efficacité, aussi une forme de désintérêt ou de méfiance vis-à-vis de la théorie. Voilà, il faut en revenir à la pratique. Et effectivement, il y a quelque chose de cet ordre chez les pragmatistes, mais il s'agit pour eux de dépasser le dualisme traditionnel entre la théorie et la pratique, en insistant sur le fait que faire de la théorie, c'est aussi une pratique qui prend place dans une division sociale du travail et qu'on peut aussi évaluer à l'aune de ses effets concrets sur nos autres pratiques. S'il y a quelque chose de commun aux pragmatistes classiques, je pense, donc à Peirce, à James, à Dewey aussi, c'est la volonté fondamentalement d'améliorer nos concepts dans l'espoir d'améliorer nos pratiques et donc d'améliorer le monde. Voilà, donc, et ça c'est vraiment génial, d'améliorer le monde. Voilà, donc on est bien dans quelque chose qui résonne avec la mécanique universelle, avec cette théorie que je développe. Améliorer le monde. Et la seule chose que ne voit pas sans doute Dewey à son époque, c'est l'améliorer, mais est-ce que il ne pouvait pas imaginer que à son moment, à cause du manque d'éléments pour pouvoir le penser, d'imaginer que à force d'améliorer le monde, il y a un moment on atteint le summum, une amélioration indépassable, un moment où on a atteint
ce que j'appelle l'ultime perfection. Pourquoi je vous renvoie à l'écoute des autres vidéos, d'autres vidéos, pourquoi je parle de ultime perfection et non pas de perfection tout court. Parce que l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible jusqu'au moment où elle atteindra une perfection indépassable, mais qui se sera affranchie de la technique, de l'action, voilà, qui aura atteint le niveau de contemplation en réalité, la sagesse. Voilà, c'est ce vers quoi tend l'humanité, à mon sens. Pardon. Et donc, ce pragmatisme, pour le philosophe, c'est pas un pragmatisme vulgaire, on pourrait dire. C'est vraiment enlever la dichotomie entre la pensée, soit d'être trop de pensée et pas assez d'action, ou trop d'action et pas assez de pensée. C'est vraiment quelque chose qui doit se faire de façon harmonieuse, en enlevant les clivages, en enlevant les dualités, de manière à progresser, à améliorer l'humanité pour les humains et pour l'ensemble de la planète. Voilà ce qui est derrière. Parce que ce sont des humanistes, un philosophe. Date donc de la parution de L'origine des espèces de Charles Darwin, et cela va avoir une influence majeure sur sa pensée et notamment sur son concept de croissance. Écoutons un texte à ce propos. Cette idée que le monde, les espèces vivantes ne sont pas fixes, c'est une idée un peu sulfureuse qui est là depuis quelques dizaines d'années. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme, il n'y a aucune relation de causalité qui permet de l'expliquer. Et donc son obsession, ça va être de trouver et de prouver, non pas que le monde vivant a évolué, mais qu'il y a un mécanisme, des lois qui permettent de comprendre comment il a évolué et de comprendre d'ailleurs, il le dira, comment il ne pouvait en être autrement. Ça, c'est génial, comment il ne pouvait en être autrement. C'est donc qu'il y a une sorte de moteur, ça ne peut pas être autrement que comme ça. Une fois que ça a été constitué comme ça, le vivant, eh bien, il est constitué avec un principe d'évolution, un principe, etc., qui fait que ça ne peut pas être autrement. Le principe darwinien de la sélection naturelle coupa l'herbe sous le pied de cette philosophie. Si toutes les adaptations des organismes ne sont dues qu'à une variation constante et à une élimination des variations qui sont nuisibles dans la lutte pour l'existence impliquée par une reproduction excessive, il n'y a plus besoin d'en appeler à l'antériorité d'une force causale intelligente qui les planifierait et les ordonnerait par avance. Oui, mais à mon sens, là, c'est aller trop vite en besogne. C'est-à-dire qu'il y ait une force qui planifie tout ça à l'origine, qu'il y ait quelque chose qui fasse que, eh bien, on peut l'univers se développe selon ses lois et le vivant se développe selon ses règles. Et donc, cette règle, elle est antérieure, elle est déjà là. Elle est déjà sans doute à l'origine de l'univers. Donc, laisser à Darwin, laisser ce mécanisme se dérouler tout seul, sans qu'il y ait d'intervention d'une manière ou d'une autre d'un principe créateur à l'origine, à mon sens, c'est un point de vue, mais ce n'est pas celui que je défends. Pour moi, il y a un principe créateur à l'origine et qui a mis, en somme, dans l'évolution du vivant, des règles qui font que les espèces évoluent dans un sens, etc., etc. Et j'en veux pour preuve, c'est que la plus grande partie des espèces cherchent à atteindre leur état de perfection. Elles ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire que les panthères d'aujourd'hui, elles ont elles ont cherché à atteindre, à travers des millions d'années d'évolution, la meilleure façon de courir, la fluidité la plus extrême, etc., etc. Et ça,
ce mécanisme-là, et c'est valable pour le camouflage, c'est valable pour l'aigle et la façon de planer, le vol, ou pour la baleine, sa fluidité dans l'eau, etc. Donc, ce mécanisme, c'est le même pour l'être humain. Selon moi, l'humanité ne peut pas faire autrement que de chercher à atteindre sa perfection. Sauf que la perfection de l'humanité, c'est pas physique, c'est pas son corps, c'est pas sa fluidité dans l'air, son camouflage, c'est d'atteindre l'état de sagesse, c'est d'atteindre, de dépasser la mort, et la mort, on peut la dépasser uniquement, à mon sens, dans son fondement, on peut la dépasser grâce à l'extase. Et c'est pourquoi l'humanité évolue aussi, entre autres, vers l'extase. Il n'y a pas que pour ça, l'extase apporte d'autres choses. Et donc, quand l'humanité prendra conscience que c'est vain de chercher à faire vivre un être humain pendant 100, 200, 300, 400 ans, qu'on n'atteindra pas l'immortalité, on ne vaincra pas la mort quoi qu'il arrive. Si on ne vainc pas la peur de la mort, qui est la seule chose qui l'a fait exister, la mort en réalité. France Culture, avec philosophie, Aïda Ndiaye. C'était d'abord Jean-Claude Amessen dans Les chemins de la philosophie sur France Culture en février 2021 qui nous parlait donc de l'origine des espèces de Charles Darwin, suivi d'une lecture d'un extrait du texte John Dewey, L'influence du darwinisme sur la philosophie, qui date de 1909, lu par Jules Barbier. Julie Arnaud, je me tourne vers vous. En quoi est-ce que tout simplement la théorie de l'évolution de Charles Darwin influence Dewey et pas seulement Dewey d'ailleurs? Comment se fait le lien? Finalement, le titre du texte de Dewey est assez explicite. Comment se fait le lien du darwinisme sur la philosophie? Qu'est-ce que ça change en fait dans la manière de penser, tout simplement? Alors, j'aimerais d'une part répondre à votre question. J'aimerais bien aussi. Et d'autre part, vous montrer qu'on peut nuancer l'influence justement de Darwin sur Dewey. Premièrement, effectivement, l'influence que le darwinisme a, c'est que de manière nouvelle, biologiste, en tant que biologiste, réfléchit à l'origine des espèces et donc potentiellement à leur fin. C'est-à-dire qu'il introduit dans l'histoire, dans l'évolution, l'idée de quelque chose qui serait provisoire, qui du coup est potentiellement évolué et donc va recommencer. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de causalité antérieure qui aurait prédéfini l'ensemble de ce qui existe à l'avance, mais que en réalité les choses sont en train de se faire et en même temps, ce qui était un moyen pour une fin va devenir, la fin pour laquelle il y avait un moyen va devenir elle-même un moyen et ainsi de suite. Donc c'est ce processus-là que met en évidence Dewey, c'est-à-dire que en réalité, il n'y a pas une finalité donnée à l'avance, mais il y a une transaction perpétuelle entre des moyens et des fins. Voilà, alors, il n'y a pas de finalité donnée. C'est encore une fois, à son époque, c'était logique de le penser comme ça. Maintenant, peut-être qu'on va pouvoir penser autrement. Mais on en est encore avec ce type de pensée. Il n'y a pas de... rien n'est écrit d'avance, etc., etc. À mon sens, ça aussi, ça sera dépassé. Et on comprendra à un certain moment que oui, tout est écrit d'avance d'une certaine manière. Ce qui se passe ne peut pas ne pas se passer. Et c'est comme ça. Mais bon, c'est une autre chose. Et alors, moi, je connais pas Dewey, je n'ai pas lu ni rien. Et il serait bon de savoir, je vais essayer de le regarder après cette vidéo, de savoir ce qu'il pense, s'il pense qu'il y a du divin ou s'il pense qu'il n'y a pas de divin. À quel niveau il est avec l'idée de Dieu? Comment il se situe à ce niveau-là? Ça serait vraiment intéressant. Et le darwinisme s'adapte tout à fait. On peut très très bien intégrer
un sens caché de l'histoire, un système intelligent qui est à l'œuvre, en somme, avec le darwinisme. Il n'y a aucun problème. On peut tout à fait l'intégrer. C'est ce que je fais sur la mécanique universelle. Je le fais mal, d'ailleurs. Je ne le fais pas de façon précise et je brade un peu cette réflexion. D'ailleurs, comme toutes les réflexions, c'est quelque chose qui reste du domaine du superficiel. Je ne suis pas un chercheur et chaque page mériterait un essai complet en réalité. Chaque chapitre mériterait un essai ou 2 ou 3. Enfin, voilà, si on voulait vraiment creuser et peaufiner la mécanique universelle jusqu'à atteindre le cœur des choses. Finalité et pas de cause non plus. Puisque dans le texte qu'on a lu, il y a marqué, Dewey dit, il n'y a plus besoin d'en appeler à l'antériorité d'une force causale intelligente. Donc c'est aussi, s'oppose au finalisme et aussi au mécanisme. Mais voilà, parce que la cause, elle serait intrinsèque dans le vivant. C'est le vivant qui trouverait ses propres causes ou qui... voilà, le mécanisme. Mais ce mécanisme, on peut le voir comme une cause en réalité. La façon dont se développe une espèce, et pour celle de l'humanité qui est assez particulière, c'est-à-dire qu'on évolue, on apprend, on découvre des choses. Ce qu'on découvre, ça devient, on en fait quelque chose, des outils nouveaux, etc., qui eux-mêmes vont nous permettre d'avancer. Enfin, c'est un travail mutuel de l'évolution qui est tout à fait caractéristique. Il n'y a pas d'équivalent sur notre Terre dans une autre espèce qui évoluerait sous cet angle-là. Simplement, on ne sait pas s'il y a autre chose ailleurs. Des causes qui seraient justement... qui prédéterminerait le résultat, les variations. Voilà, c'est ça. Je crois que l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas une cause intelligente, mais des causes provisoires. C'est ça l'idée que, du coup, on peut étudier, si vous voulez, de manière, par l'expérience qui est en train de se faire. Bon, voilà. Arthur Charpentier, donc ça s'applique également donc, à la nature, mais ce que fait Dewey, c'est qu'il l'applique à la société. Les deux sont du même ordre. Comment ça se joue, en fait, parce qu'on comprend, en effet, dans la théorie de l'évolution, comment ça peut s'appliquer à la nature, ce que fait, comme vous l'avez dit, un biologiste. Comment ça se transcrit philosophiquement? Tout à fait. En fait, pour Dewey, en accolant dans le titre même de son ouvrage les deux termes d'origine et d'espèce, Darwin a effectué une révolution intellectuelle radicale qui consiste à rompre avec le mode de pensée hérité des Grecs et qui s'est perpétué pendant des siècles et des siècles. Était ça, c'est quand même extraordinaire. Un mode de pensée fixiste, finaliste et essentialiste, qui considérait que, certes, il y avait des changements dans la nature, mais que ces changements n'étaient pensables que si on pouvait les reconduire à quelque chose qui ne changeait pas, quelque chose de fixe, d'immuable, d'éternel, de l'ordre de la répétition du même. Et c'est ce que Aristote observait dans le développement, par exemple, d'un organisme vivant. Le chêne produit un gland qui va lui-même se développer pour devenir un chêne. Même la forme du chêne est donnée dès le départ, en fait. Exactement. Il y a même au sein même du gland une force effectivement opérante qui est cette forme qui tend à se développer et qui est toujours la même. Voilà. Et évidemment, Aristote n'avait pas les moyens de penser qu'il y avait une évolution, parce qu'il ne pouvait pas la constater. Il n'y avait pas l'anthropologie qui avait analysé les crânes, voilà. Et comme c'est arrivé maintenant, au XXe siècle ou au XIXe siècle, où on a pu commencer à réfléchir, Darwin avait tous les moyens à ce moment-là de pouvoir penser l'évolution des espèces. Mais avant, ce n'était pas possible. Donc, ce n'est pas qu'ils étaient archaïques, c'est qu'à un certain moment, la pensée, elle en est là. Et il y a 10 000 ans, il n'y avait pas la philosophie des Grecs. Et il y a 50 000 ans, il n'y avait pas peut-être la roue ou des choses comme ça. Voilà, on est dans un processus évolutif. Et évidemment que l'apport, c'est cet apport-là qui est majeur de Darwin. Le fait de pouvoir amener à la société l'idée que, c'est pas fixe. Il y a une évolution. Maintenant, cette évolution, elle peut être pensée comme
comme quelque chose de mécanique, quelque chose qui, pas quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. On ne peut pas le maîtriser parce qu'on n'a pas les connaissances pour maîtriser la logique de ce principe d'évolution, mais à un certain moment, peut-être que ça sera plus aussi inconnu. Et même les ramifications que les systèmes prennent à droite, à gauche et qui s'éteignent, des systèmes qui s'éteignent, etc. On en trouvera peut-être la logique, on en comprendra peut-être, à mon sens, c'est ça qui se passera, on comprendra la logique de ce type d'évolution par feuillage, je ne sais pas comment ça s'appelle, voilà, on le comprendra, ça. Oui, qui se répète de génération en génération. Et donc c'est un processus qui est téléologiquement orienté, qui est orienté par une fin, qui est la réalisation de cette forme parfaite, essentielle, éternelle. Eh bien, c'est précisément ce mode de pensée-là, fixiste, essentialiste, téléologique, que la révolution darwinienne fait vraiment voler en éclats, en montrant en effet que s'il y a des formes dans la nature, elles ne sont pas éternelles, elles ne sont pas fixes, elles ont une histoire tissée de contingences, d'accidents et une histoire encore en cours. Voilà, alors c'est là où le terme accident ne me convient pas. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle ces accidents, ce que la science appelle ces accidents, qu'il y a l'écosystème. Il a fallu qu'à chaque fois, il y ait une branche qui passe d'un côté et qui fasse une herbe différente, que cette herbe, à un certain moment, ça devienne un buisson, que ce buisson donne des choses qui vont partir et ça fera des arbres, et les arbres, etc. Et c'est valable pour les espèces animales, etc. Donc, pour moi, on ne peut pas, on ne devrait pas appeler ça accident. Ce n'est pas des accidents, c'est un mécanisme d'évolution qui a permis de faire de produire l'écosystème et qui a permis la sortie d'un certain groupe d'animaux, de primates, les humains, qui ont une vocation particulière et qui ne pouvaient pas ne pas sortir. Ce n'est pas un accident de la nature, c'est comme ça que se réalise l'évolution et c'est comme ça que se réalise la création en réalité. Et effectivement, Dewey entend, au lieu de privilégier le fixe, l'immuable, l'éternel, mettre l'accent sur le processus, penser la processualité pour elle-même, sans la rapporter à des causes finales qui préexisteraient, sans les rapporter à des essences. Penser le développement historique en le restituant à sa contingence irréductible, à son ouverture, au fait qu'elle est tissée d'accidents. Donc voilà, penser le vivant et son évolution en dehors de tout finalisme, en dehors de toute loi qui en prédéterminerait, ou tout destin qui en prédéterminerait par l'avance le développement. Et il pense donc ainsi l'évolution biologique, mais aussi, pour revenir à l'évolution sociale et politique. Il refuse entièrement l'idée que les sociétés humaines devraient en passer par un certain nombre de stades ou auraient une finalité préexistante. Non, il les restitue. Il restitue le devenir des sociétés, des pratiques sociales, des cultures, à leur pluralité, à leur ouverture, à leur évolution buissonnante et imprévisible. Voilà, et c'est là où, évidemment, il ne pouvait pas penser l'universel. Il ne pouvait pas penser l'unité humaine. Et même encore aujourd'hui, c'est difficile. Mais pourtant, tout indique qu'on va vers cette unité humaine. Et c'est curieux que les scientifiques ne s'emparent pas de cette question, comme si comme s'il n'y avait pas d'indice, quoi. Pourquoi on a créé l'ONU ? Pourquoi à l'époque de Dewey, il n'y avait pas l'ONU. À un certain moment, il y a la Société des Nations qui arrive et puis qui donne naissance d'une certaine façon à l'ONU. Et puis aujourd'hui, on est sur l'idée du village planétaire. Et puis aujourd'hui, on est connectés, tous interconnectés. Et puis aujourd'hui, on a construit toutes les structures pratiquement pour fonctionner universellement.
l'Organisation mondiale de la santé, du commerce, du tourisme, l'Organisation mondiale des travailleurs, l'Organisation mondiale etc., etc. Donc, on voit bien que tout se prépare pour aller vers l'unité, quoi. Et ça me paraît complètement étonnant que les chercheurs ne s'emparent pas de cette idée, quoi. On avance tête baissée sans se poser de questions où va l'humanité. C'est assez, et je pense que on peut pas faire autrement. C'est un coup de bol que cette phrase l'humanité va vers sa perfection est tombée dans mon esprit en l'an 2000. Sans cette phrase-là, je pouvais pas réfléchir, voir le monde de cette façon-là. C'est quand même incroyable. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci.